Mastermind of the Mob, ou le cerveau de la mafia. C'était lui, Meyer Lansky. Véritable businessman et trésorier de la famille Luciano, il a notamment participé à l'éclosion de Las Vegas en compagnie de Bugsy Siegel. Né Meyer Sukhov Lansky, à Grodno le 4 juillet 1902, une ville de l'actuelle Biélorussie, mais qui, à l'époque, faisait encore partie de l'Empire russe. Sa famille était la cible de pogroms. Du coup, avec sa mère et son frère, il rejoint New York en 1911, en empruntant le port d'Odessa. Il rejoint le papa, qui, 2 ans plus tôt, s'était installé dans le Lower East Side à Manhattan. Meyer Lansky suit des études religieuses, mais en parallèle s'intéresse au craps, un jeu de dés que des joueurs de rue pratiquent en vue de gagner quelques billets. Adolescent, c'est là qu'il rencontre Bugsy Siegel, et en 1918, il ouvre sa propre salle de craps. En parallèle, il fait des études de mécanique, et dès son diplôme en poche, il se lance avec Siegel dans le vol de voitures, beaucoup plus rentable. Les deux amis intègrent ensemble la Yiddish Connection, la mafia juive américaine. C'est à la même époque que Meyer Lansky rencontre Lucky Luciano, son futur et fidèle associé. Les circonstances de leur rencontre sont assez cocasses, puisque Lucky, qui avait l'habitude de racketter les jeunes juifs du quartier en leur offrant en échange protection contre les autres loupards sévissant dans la zone, s'est vu remballé bien fermement par le petit Lansky, du haut de son 1,58 m. Impressionné par son courage et sa détermination, Lucky Luciano se lie d'amitié avec lui. Et vous allez le voir, c'est une des histoires d'amitié et de fidélité les plus prospères de l'histoire de la mafia. Lansky et Siegel prennent la tête des gangs juifs du quartier et en font des bandes particulièrement violentes afin de botter hors de touche les nombreux gangs irlandais et italiens qui, jusqu'ici, s'en prenaient régulièrement à leur communauté. The Bugs and Meyer Mob, ça vous dit rien? Eh bien les deux associés vont commencer à faire dans le racket de commerçants et de prêteurs sur gage. Et puis, enfin, le Graal pour toute la mafia américaine de l'époque, car de l'illégalité naît la richesse, c'est bien entendu l'entrée en vigueur de la fameuse prohibition. Vente, achat et consommation d'alcool sont interdits sur tout le territoire national. Mais les gens veulent boire et sont prêts à payer le prix plein. Arnold Rothstein, souvenez-vous, j'en ai fait une vidéo. Oui, le véritable cerveau de la mafia américaine du début du XXe siècle, repère Meyer Lansky, et lui propose de devenir bootlegger, en gros, trafiquant d'alcool. Lucky Luciano, lui, fait déjà partie de la bande à Rothstein, ce qui resserre davantage ses liens avec Meyer Lansky. Et ouais, on a là la Broadway Mob. En gros, les débuts d'une alliance solide et durable entre les mafias juives et italiennes. Siciliennes quoi. Le quatuor de choc, Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Lucky Luciano et Frank Costello vont littéralement faire fortune en fournissant en whisky tous les bars clandestins de Manhattan. Mo Sedway, souvenez-vous, le futur lieutenant de Bugsy Siegel à Los Angeles et Las Vegas, intègre également l'organisation. Faut savoir que, de temps à autre, l'équipe assure également le transport d'alcool pour Waxy Gordon, un des partenaires de Rothstein. Seulement voilà, en 1927, un des convois est attaqué. La cargaison se volatilise et 3 soldats de Gordon sont blessés par balles. Furieux, ils réclament la tête de Meyer Lansky. T'es mort, Meyer, je vais te buter. Mais Luciano fait barrage. En 1928, Rothstein est assassiné pour avoir refusé d'honorer une dette de 300 000 $ contractée lors d'un poker marathon. C'est là que ça va littéralement péter. C'est le début de War of the Jews, la guerre des Juifs en somme, entre Waxy Gordon et The Broadway Mob. Tout cela pour le contrôle du trafic d'alcool à Manhattan. Plusieurs morts des deux côtés, et en 1932, Waxy place un contrat sur la tête de Siegel. Les 3 frères Fabrazzo sont chargés d'assassiner le futur roi de Las Vegas. Mais vous vous en doutez, celui-ci s'en sort et va même jusqu'à buter un des 3 frères. En 1933, le procureur de la ville de New York, Thomas Dewey, s'attaque à Gordon en lui demandant de justifier ses revenus. En effet, ce dernier, menant un train de vie luxueux et ne payant pas d'impôts, avait beaucoup de mal à blanchir son blé. Luciano et Lansky se servirent de cela afin d'inciter Thomas à investiguer. Le couperet tombe. Waxy Gordon est condamné à 10 ans de prison. Mais revenons un peu en arrière. Meyer Lansky, qui devient citoyen américain 5 ans auparavant, en 1928, s'occupe de la comptabilité de l'entreprise criminelle. Le bougre, il est extrêmement doué,
Et pour tout ce qui concerne les chiffres, personne n'est capable de faire mieux. Arnold Rothstein faisant partie de l'histoire ancienne, ils sont désormais sous la coupe de Joe Masseria, un vieux de la vieille, sicilien pur souche. Celui-ci commence à s'agacer de voir Luciano s'associer à des Calabrais, comme Frank Costello, ou encore à des Juifs, comme Meyer Lansky. Après tout, la Cosa Nostra est avant tout sicilienne, et doit le rester. Luciano, en représailles, se fait agresser et même poignarder par 3 des hommes de Masseria, mais il survit. Lors de la guerre des Castellamarese entre Joe Masseria et Salvatore Maranzano, Luciano va avoir l'occasion de se venger et par la même occasion d'avancer d'un pas vers le sommet de la Cosa Nostra new-yorkaise, en participant à l'élimination de son parrain, Masseria, et ce en faveur de Maranzano qui se présente comme le premier parrain des parrains de la pègre de New York. Mais cela ne va pas durer longtemps, et vous le savez, Luciano et ses acolytes, dont Meyer Lansky, ont assassiné Salvatore le 10 septembre 1931, et Lucky Luciano est, malgré lui, nommé Capo di tutti i capi, titre qu'il n'affectionnait pas particulièrement, au vu de la façon dont a fini son prédécesseur, Maranzano. La prohibition terminée, Meyer Lansky se concentre sur les jeux. Nous sommes en 1931 et Al Capone, parrain de l'Outfit de Chicago, est condamné à 17 ans de tôle, dont 11 années ferme pour fraude fiscale. Ouais, autant dire que Meyer Lansky se fait dessus. Il doit absolument trouver un moyen de blanchir son blé, ou à défaut, de pouvoir le planquer là où personne ne pourra y foutre son nez. Nous sommes en 1934, et c'est en Suisse qu'il va y planquer sa fortune. Les clients bancaires étant protégés par l'article 47, stipulant que chaque banquier suisse pourrait, s'il divulguait quelconque information sur leurs clients, purger une peine de 6 mois d'emprisonnement et payer une amende, pouvant aller jusqu'à 50 000 francs suisses. Meyer Lansky se lance dans l'exploitation des casinos, tout d'abord à Saratoga, au nord de New York, connu pour être le bastion de tout un tas de mafieux. Ensuite, il arrose Huey Pierce Lang, gouverneur de Louisiane, pour que la pègre new-yorkaise puisse exploiter les hôtels casinos sur place. Il fait pareil dans l'Arkansas, le Kentucky, la Floride et notamment Miami. Ça cartonne, et vous savez pourquoi? Depuis l'époque du craps, Meyer Lansky a étudié le fonctionnement de tous les jeux de hasard possibles et imaginables, et ceci associé à son génie mathématique, lui permettant de gagner beaucoup et de perdre peu. En plus, comme il fait partie intégrante de la famille mafieuse la plus puissante du pays, il gagne la confiance des investisseurs. En effet, la protection par les armes, Meyer Lansky peut vous la fournir. La protection juridique? Aussi. Il arrose généreusement les politiques de son pays. Et quel autre parrain oserait toucher au business de la famille Luciano? Personne. Tiens, en parlant de Luciano, il est condamné en 1936 à une peine de 30 à 50 années de prison pour proxénétisme. Ouf. Son fidèle ami, Meyer, va tout faire pour le faire sortir de tôle. Et si vous voulez savoir comment tout ça finit, je vous suggère d'aller regarder la vidéo sur Lucky Luciano, ou encore Albert Anastasia. Les liens sont en description. Vous l'avez vu dans la vidéo sur Bugsy Siegel, Meyer Lansky investit massivement dans la construction de l'hôtel casino Le Flamingo. Pendant que Meyer Lansky gère les hôtels et casinos de Cuba, eh bien Bugsy, lui, est chargé de dégager des profits grâce au Flamingo. Mais Bugsy Siegel voit grand, et malheureusement pour lui, durant l'extension de l'hôtel, les coûts de construction explosent, x6. Les mafieux ayant prêté leur argent à Siegel s'impatientent. Il faut rembourser, et vite. Bugsy n'y arrive pas, et a en plus de cela décidé de transférer 2 millions de dollars en Suisse. 3 réunions ont lieu à La Havane, dans le plus grand des secrets pour demander la tête du fidèle associé de Meyer Lansky. Lors des 2 premières réunions, Lansky et Luciano arrivent à convaincre les prêteurs de tempérer et d'attendre que le Flamingo dégage à nouveau des bénéfices. Ils attendent, mais rien ne change. Et lors de la 3e réunion, Meyer et Lucky Luciano n'ont d'autre solution que d'accepter de placer un contrat sur la tête de Bugsy. Ce dernier est assassiné le 20 juin 1947. D'ailleurs, 20 minutes à peine après l'assassinat de Siegel, Moe Sedway et Gus Greenbaum entrent dans le Flamingo de Las Vegas et en prennent possession, sur le champ. À partir de ce moment-là, c'est l'Outfit de Chicago qui va s'établir et dominer Las Vegas, notamment avec le parrain Tony Accardo. Meyer Lansky continuera
quant à lui, pendant plus d'une décennie, à percevoir des intérêts sur les profits que dégage le Flamingo. Nous sommes vers la fin des années 40. Cuba est devenu le fief de la mafia américaine. Lansky y côtoie même le président Batista, Fulgencio, avec qui il va, pendant près d'une décennie, passer des accords en vue de contrôler les hôtels casinos et les champs de course de la Havane. En échange, Batista perçoit des commissions sur tous les bénéfices que dégage le business. En 1944, Batista ne se représente pas et Carlos Prioso Caras devient le nouveau président. Le secteur du jeu ne se porte plus aussi bien. Meyer Lansky va alors supporter Batista qui, en 1952, reprend le pouvoir par un coup d'État. Qu'est-ce que Meyer Lansky vient faire là-dedans? Eh bien, il allonge 250 000 $ au président sortant, Carlos Prioso Caras, afin d'éviter toute opposition. En 1955, Batista change la réglementation en ce qui concerne les établissements de jeu. Les investisseurs n'ont plus à justifier l'origine des fonds qu'ils injectent dans leurs établissements, et en plus de cela, ils sont exonérés de charges fiscales pendant 10 ans. C'est en gros un appel d'air à tous ceux qui voudraient investir dans le pays. Mais vous vous en doutez, qui donne, demande en retour. Et Batista se gave sur tous les bénéfices dégagés par les maisons de jeux et casinos aux mains de Lansky et des autres. Quant à Meyer, sa fortune, elle, prend des stéroïdes anabolisants et grossit à vue d'œil. En 1959, catastrophe. Fidel Castro arrive au pouvoir. Épaulé par le nouveau président cubain, Manuel Urrutia Leo, les hôtels casinos de Meyer Lansky et d'autres sont pillés, même détruits. Meyer fuit en direction des Bahamas et en 1960, Fidel Castro nationalise les hôtels casinos restants de l'île, déclare les jeux illégaux et provoque la perte d'environ 7 millions de dollars composant la fortune de Lansky. Ce dernier est dépité. Au même moment, plusieurs de ces casinos de Miami déclarent faillite. Meyer tente bien de corrompre les nouveaux dirigeants de Cuba, en promettant notamment de construire des écoles et des hôpitaux sur l'île. Mais ceux-ci refusent. Meyer Lansky décide alors de mettre un contrat d'1 million de dollars sur la tête de Fidel Castro et travaille avec la CIA en vue d'envahir la baie des Cochons. Car oui, entre les États-Unis et Cuba, c'est loin d'être le grand amour. Meyer Lansky n'a d'autre choix que de rentrer au pays. C'est là que ça se corse. En 1962, il entre à l'hôpital pour des problèmes d'ordre cardiaque. Sa chambre est truffée de micros. Le FBI a décidé de prendre le légendaire bras droit de Luciano en chasse. Vers la fin des années 60, Meyer Lansky décide d'investir dans le trafic de drogue. Beaucoup plus lucratif et surtout facile, du fait que Lucky Luciano, en exil en Italie, a déjà établi des contacts avec la French Connection. Et ce afin de créer un pont aérien entre l'Asie et les États-Unis pour y faire transiter l'héroïne. 1970, le FBI arrête Meyer Lansky en possession de drogue. Pas grand-chose, mais assez pour lui faire cracher 50 000 $ de caution en échange de sa libération. C'en est trop, le mathématicien de la famille Luciano décide de se barrer loin, très loin. Il s'installe en Israël, avec sa seconde épouse, Thelma. Il pense pouvoir bénéficier de la loi du retour, qui autorise les juifs du monde entier à s'installer dans le pays et à obtenir la nationalité. Mais c'est sans compter sur le gouvernement israélien qui s'y oppose, fermement même, et décide de l'expulser le 5 novembre 1972. Retour en Floride, où il est arrêté par le FBI. Nous sommes en 1973. La Cour fédérale met en accusation Meyer Lansky pour prêt à taux usuraire et fraude fiscale sur la base du témoignage de Vincent Teresa, alias Fadvini. Mais soyons sérieux, qui prendra en compte le témoignage d'un soi-disant repenti de la famille mafieuse Patriarca de Boston? Personne. Toutes les accusations sont levées. Mais même s'il est libre, plus rien ne sera jamais comme avant. Malgré tout, vers la fin des années 70, le FBI lâche l'affaire et cesse de traquer Meyer Lansky. Ce dernier renouvelle néanmoins sa demande d'immigration vers Israël, mais le gouvernement américain fait pression pour que cela n'arrive jamais. En effet, Israël modifie la loi sur le retour et interdit formellement l'accès à son territoire à tous les criminels reconnus comme tels
par la justice du pays d'où ils proviennent. Et même si Meyer Lansky n'a jamais été condamné à de la prison ferme, l'État d'Israël refuse d'accueillir sur son sol quelqu'un qu'il pense vouloir y continuer ses activités criminelles. Il restera à Miami, et le 15 novembre 1982, on lui diagnostique un cancer des poumons. Meyer Lansky était ce qu'on peut appeler un gros fumeur, et une partie de ses poumons lui est retirée lors d'une opération particulièrement lourde. Malgré cela, il est trop tard. Des métastases au diaphragme, au rein, à la colonne vertébrale, auront raison du talentueux businessman de la famille Luciano. La chimiothérapie ne fera que l'affaiblir davantage. Plus de voix, plus d'appétit. Et le 15 janvier 1983, il s'éteint alors à l'âge de 80 ans. Il laisse derrière lui sa seconde épouse et ses 3 enfants. Certains disent que la fortune de Meyer Lansky était estimée de manière exagérée et que lui-même n'était autre qu'un comptable du crime. D'autres, à l'inverse, le considèrent comme l'un des plus grands criminels du XXe siècle. Et vous, qu'en pensez-vous d'ailleurs ? J'ai tout perdu avec cette histoire de révolution cubaine. J'ai appris trop tard qu'il était beaucoup plus facile et plus rentable de voler de l'argent aux gens de manière légale que de manière illégale. Mais ça, vos gouvernements le savent déjà.